Et à tous, heureux de vous retrouver ici en direct du parking de Canal 10 Télévision pour la tranche info. Au programme de votre soirée, eh bien Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Et ce soir, Séverine Méridan vous présentera bien évidemment l'actualité sportive du week-end et le programme effectivement. Elle parlera de volley mais aussi de course automobile puisque juste derrière moi se prépare le Karuquera Rally Jarry Show qui aura lieu à 21h en direct sur Canal 10. Mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2019 et voici les titres de votre Info 10. Ce matin, un collectif de parents d'élèves est monté au créneau pour dénoncer le lynchage de la directrice de l'école Amédée Adélaïde du Moule. Nous les écouterons. Puis nous ferons une visite de la nouvelle station d'épuration de l'usine d'Albioma. Et Téléthon oblige tout ce week-end, eh bien nous parlerons notamment de la 6e édition du défi de Messonne. Évincée par des parents mécontents, la directrice de l'école Amédée Adélaïde du Moule est soutenue en fait par la majeure partie des enseignants et du corps effectivement des parents d'élèves. Nous reviendrons sur cette actualité tout à l'heure, mais avant cela, félicitations effectivement au docteur Mona Edreville qui a présenté devant ses pairs internationaux ses travaux de télémédecine et de dispositifs de télé-échocardiographie robotisés, du matériel de pointe qui permet au docteur basé en Guadeloupe de consulter à Marie-Galante sans se déplacer et des travaux qui lui valent l'obtention du premier prix du poster scientifique du 12e congrès européen de la télémédecine. Encore félicitations au docteur Mona Edreville pour cette avancée. Et voilà 6 ans maintenant que le Messonne marche en faveur du Téléthon. Toujours accompagné de ses camarades, eh bien, le jeune homme a effectué une marche et effectivement son parcours pour lutter contre les maladies myopathiques. Le reportage. Jerry. Ça fait 6 ans que je suis Messonne. La première édition, j'étais la marraine de la première édition et bravo à Messonne, bravo à tous ces jeunes qui ont couru aujourd'hui. Ils ne courent pas pour la gloire, ils courent juste pour dire que les jeunes peuvent se mobiliser pour une cause, aider les autres, aider les enfants qui sont malades. Donc je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui à l'arrivée pour leur dire vraiment bravo à cette jeunesse qui se mobilise. Je le fais pour aider la FM Téléthon à ramasser des dons pour les malades. Et non seulement c'est pour les aider et à récolter de l'argent pour leur donner des médicaments. Pour ma maman, j'avais pas trop bien compris parce qu'elle avait pas de maladie grave. Mais sinon, le reste en fait c'était pour le Téléthon. On a besoin aussi d'envoyer cette image-là aux autres jeunes qui ne sont pas là, mais qui l'an prochain pourront se mobiliser. J'aurais tellement aimé, ça sera peut-être sa dernière année, il avait dit j'irai jusqu'à 15 ans ou 16 ans, j'en sais rien, mais ce petit bonhomme est extraordinaire et nous devons lui dire bravo. Tout en sachant que Messonne c'est un proche, donc du coup au niveau de la famille, je le considère comme un membre de ma famille. Du coup lorsqu'ils m'ont proposé d'être la marraine, je ne pouvais que dire oui. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir l'encourager à poursuivre cette action et puis en même temps recueillir des dons qui serviront à avancer la recherche pour que les enfants soient mieux soignés et pour qu'on comprenne beaucoup mieux cette maladie. Aujourd'hui, il a mobilisé son collège et un collège de Petit-Bourg. Moi, je suis responsable, je dirais, des bâtiments, c'est-à-dire je m'occupe des collèges. Je n'oublie pas non plus que ma vie professionnelle, c'était les jeunes. Donc je suis vraiment en chair de poule en pensant à ces jeunes qui se sont mobilisés aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire vraiment à vous, bravo d'être là et de faire passer le message auprès de la population guadeloupéenne. Je les ai expliqué que le Téléthon, ça sert pour les malades parce que si eux, ils sont malades, ils auront aussi besoin de cette association. Donc autant les aider et allons-y, fonçons.
Multitude de manifestations sont organisées par l'AFM dans le cadre du Téléthon, comme cette marche intergénérationnelle Abemao, une opération de collecte conduite par les agents du Centre communal d'action sociale qui se sont fixés pour objectif d'atteindre les 5 000 € de dons, le reste en images. Alors aujourd'hui, nous sommes aux côtés de l'AFM, l'Association française contre les myopathies. Donc nous organisons une journée pour récolter des dons en faveur du Téléthon. Nous organisons une marche intergénérationnelle donc avec les aînés du territoire et les étudiants du lycée Aron. Donc après cette marche, nous allons organiser des défis sportifs, des jeux de société et nous allons clôturer la journée avant le déjeuner par une tombola. Alors pour nous, à Bemao, il est très important que nous soyons aux côtés de l'AFM parce que les parents qui ont des enfants qui sont atteints de maladies lourdement incommodantes ont besoin que des personnes s'investissent pour récolter les fonds de façon à ce que la recherche puisse avancer. Alors sur Bemao, il y a évidemment le site de l'AFM, mais surtout il y a toutes les entreprises qui sont impliquées dans les manifestations liées au Téléthon. Et puis n'oubliez pas qu'au CCAS, nous sommes là jusqu'à 13 h pour récolter les dons parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de récolter 5 000 €. Que se passe-t-il finalement à l'école Amédée Adélaïde du Moule? Aujourd'hui, un collectif de parents d'élèves est monté au créneau pour dénoncer le lynchage de la directrice de l'établissement. Cette dernière a visiblement été destituée suite à des courriers émis par un autre groupe de parents mécontents remettant ses fonctions en cause. Des accusations non fondées par de nombreuses familles présentes ce matin. Le reportage de Charlie Dagonia. Il se passe on sait que nos enfants sont dans un climat délétère, qu'on demande un retour au calme pour que nos enfants puissent étudier et que notre directrice puisse faire son travail. Il se passe qu'il y a un petit groupe de parents qui on dira, écrit des courriers un peu à gauche et à droite, l'empêchant vraiment de faire son travail. Et on souhaiterait que tout ceci s'arrête. La directrice, elle n'est pas là. Donc on a eu comme info qu'elle a été destituée de son poste. Donc nous, on souhaiterait qu'elle maintienne son poste parce que c'est une bonne directrice. Elle est entrée en fonction en septembre. Et on souhaiterait qu'elle puisse faire ses preuves parce que depuis le mois de septembre, elle n'a pas pu faire ses preuves, enfin travailler en tant que directrice au sein de cette école. Justement, on souhaiterait rencontrer le rectorat, le maire et que l'inspecteur général. Si la problématique ne se résout pas, nous les parents, on continuera à se mobiliser. Et on reste à Moule et on enchaîne avec une visite de la nouvelle station d'épuration des sites d'Albioma. Cette installation pourra traiter en toute conformité les eaux industrielles et fluviales de ce site de production renouvelable d'énergie qui sera d'ailleurs un peu plus propre grâce à cela. Le reportage. L'objectif de cette présentation, c'était de présenter notre nouvelle station d'épuration, qui est là pour traiter nos eaux, donc toutes les eaux usées du site d'Albioma-le-Moule. Cette station a été démarrée au début de l'année 2019 et est maintenant complètement en service pour nous mettre en conformité sur les nouvelles réglementations concernant l'eau et aussi pour être plus respectueux de l'environnement, puisque nous rejetons aujourd'hui nos eaux usées dans la ravine Gavaudière, qui après part dans la mer du Moule. Donc l'objectif, c'était de présenter à tout le monde et à toutes les parties prenantes intéressées cette nouvelle installation. J'ai participé avec mon conseil municipal, mais j'ai donné aussi de ma personne pour que Albioma soit construit sur le site de Gardel. Premièrement, pour empêcher qu'il y ait les rejets de la canne quand elle était brûlée. Donc, ce qui fait il y a un lien entre l'usine de Gardel qui envoie sa bagasse à Albioma. Et de plus en plus, Albioma s'agrandit et aujourd'hui, nous sommes venus voir les stations d'épuration.
l'Office a accompagné le programme d'investissement d'Albioma au Mboul pour traiter les rejets pluviaux, mais les rejets produits par l'unité de production d'électricité, avec une station de traitement qui a amélioré notablement la qualité des rejets et donc qui concourt directement à préserver les milieux aquatiques, ce qui est la mission essentielle de l'Office de l'eau. Donc on est particulièrement heureux. L'Office a alloué à Albioma une subvention de 1 288 000 €. Ça représente 10% du programme. Mais cette unité de production qui est importante, imposante et qui remplit une mission d'intérêt général par la desserte d'électricité qui est de qualité. Donc on est pleinement satisfait. Donc toutes les eaux qui sortent d'Albioma, que ce soit des eaux industrielles ou des eaux pluviales, sont traitées par une station d'épuration qui consiste en 2 étapes. Petit 1, une neutralisation du pH, pour avoir un pH proche du pH neutre, un pH 7. Et petit 2, en une neutralisation de toutes les matières en suspension, toutes les particules qui peuvent être contenues dans l'eau. Donc vont donc être retirées de l'eau pour générer des boues qui sont après envoyées en déchetterie. Et l'eau propre est contrôlée par des capteurs en continu, capteurs de température, capteurs de matière en suspension, capteurs de pH, avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Si jamais un de ces paramètres était non conforme, on recircule nos eaux dans notre station avant de la ressortir pour s'assurer de la conformité de l'eau en sortie dans la ravine. Et dans le cadre de l'amélioration de la distribution de l'eau potable, eh bien, les collectivités de Guadeloupe organisent une série d'interventions autour de l'eau et l'urbanisme durable. Plus de précisions dans le reportage. Hier, nous avons eu à Saint-Claude et ce matin à Gosier une série d'interventions montrant combien l'impact des actions de l'homme à travers son appropriation de l'espace, à savoir l'urbanisme, les implantations des lotissements, l'implantation des villes, enfin le développement de la construction peut impacter considérablement l'eau, la qualité de l'eau, mais aussi en termes de quantité. On a tendance à croire, c'est l'actualité qui le fait, que l'eau c'est une question d'eau potable, de robinet. Non, il n'y a pas que ça. La responsabilité a été donnée aux collectivités communales, enfin tout au moins les intercommunalités, de ce qu'on a appelé la gestion des milieux aquatiques et des inondations, la GEMAPI. Ces communautés sont en train de faire des PAPI, c'est-à-dire des plans, si vous voulez, d'action contre les inondations. Et on se rend bien compte que ça ne touche pas simplement à la question de l'eau potable. La gestion des milieux aquatiques et de l'eau, effectivement, ne sont pas laissées à la simple commune ou à la simple communauté, parce que quand on regarde, c'est une question de bassin versant. Par exemple, une carte nous a été montrée par l'ARS et par l'Office de l'eau ce matin, montrant combien des sources qui proviennent de la montagne guadeloupéenne, enfin vers des Goyaves, innervent tout le territoire jusqu'au Lamentin, en passant par Petit-Bourg, ce qui veut dire que la frontière n'est pas une frontière communale, c'est pas une frontière, je dirais, administrative, elle est liée au bassin, elle est liée au territoire dans sa globalité. Et depuis le 1er novembre 2019, la CMU, la couverture maladie universelle, a laissé place à la complémentaire santé solidaire. Cette dernière coûte moins d'1 € par jour et vous évite justement de payer le médecin, le dentiste, l'infirmier, le kinésithérapeute, les médicaments ou dispositifs médicaux. Pas de grands changements donc pour l'usager, si ce n'est moins de démarches administratives. Et pour diffuser l'info, eh bien, une équipe de la sécurité sociale sillonne la Guadeloupe, comme c'était le cas à Trois-Rivières. Regardez. Convoquer des usagers dont les pièces, enfin le formulaire, soit de ACS ou de CMU, devaient être renouvelés. Donc tout simplement, c'est des personnes qui avaient soit des retards, soit des problématiques, ou bien qui n'avaient pas d'issue forcément à leur dossier. Donc nous les avons conviés aujourd'hui pour que les agents directement de la sécurité sociale voient avec eux en direct là où ça planchait, le problème qu'il y avait, et faire quasiment le renouvellement sur place. Depuis 2000, il existait la CMU complémentaire. La CMU complémentaire a pris fin avec l'arrivée de la complémentaire santé solidaire le 1er novembre 2019. Alors, pour nos assurés, dans le fond, ça ne changera pas grand-chose
puisqu'ils continueront toujours à remplir leur formulaire, à faire les demandes. Il y a quand même là une avancée, c'est que de plus en plus on leur demande moins de papiers. Aujourd'hui, pour faire une demande de complémentaire santé solidaire, l'assuré aura juste à présenter son avis d'imposition, sa taxe d'habitation ou sa taxe foncière et éventuellement des ressources, par exemple pour les retraités que nous n'avons pas dans nos fichiers, leurs ressources ou leur retraite complémentaire. Ils n'auront qu'à, c'est sur du déclaratif, donc ils nous mettent le montant dans le dossier et on traite. Donc c'est vrai qu'après il peut y avoir des éventuels contrôles, mais pour l'assurer dans un premier temps, la démarche est allégée. L'avantage déjà, c'est que ça leur évite de se déplacer, d'aller soit à Capesterre ou à Basse-Terre. Ils ont les agents directement sur place et puis bon, voilà, c'est de proximité. Ils habitent Trois-Rivières, le service se situe même à Trois-Rivières, donc c'est l'avantage majeur en fait pour eux parce que nous avons une majorité de personnes âgées surtout. Et de retour maintenant sur le plateau de Canal D. Ça, c'est une émission extraordinaire ce soir, effectivement. Et je reçois justement une pointure du reggae français, même guadeloupéen. J'ai envie d'être très chauvin sur ce coup-là. Il s'agit de Daddy Naughty qui sera tout à l'heure en prestation au Petit New York à Saint-Félix au Gosier. Bonsoir Daddy Naughty. Bonsoir. Alors comment vas-tu? Bah ça va très bien, content d'être en Guadeloupe. Guadeloupe, terre natale? Terre natale, enfin terre maternelle et paternelle, parce que moi je suis né à Paris. Mais on m'a envoyé en Guadeloupe à l'âge de 1 an à peu près. Je suis retourné en France à l'âge de 6 ans. Donc petite enfance guadeloupéenne quoi. Est-ce que tu penses que ça a influencé tes goûts musicaux? Ouais, je pense. J'ai été tout de suite attiré par le reggae et comme par hasard le reggae est une musique caribéenne. Donc je pense qu'il y avait quelque chose. Autant les Jamaïcains, bon, ils étaient déjà expérimentés dans le reggae. Toi, quand tu es arrivé à l'époque, dans les années 80, c'était quand même une nouveauté. Comment tu as été vu à ce moment-là? Bon, on était vus un peu comme des extraterrestres. Hein. Bon, j'étais pas seul, on était une petite équipe avec. On avait un son à l'époque qui s'appelait High Fight. Et ouais, on était vus un peu comme des uluberlus, des extraterrestres, des originaux. Voilà, qui faisaient une musique pas commune et qu'on entendait nulle part en fait à l'époque. Et finalement, petite reprise de Bob Marley, bien arrangée aussi à ta sauce, et c'est passé comme une lettre à la poste en France. Ouais, bon, il y a quelques années qui se sont écoulées entre mes débuts et cette période-là. Mais ouais, ça a été petit à petit. Hein. On a commencé à faire des soirées, puis des sound systems. Il y a eu de plus en plus de monde et voilà, on a pu populariser notre musique auprès des jeunes. Au point justement de sortir plusieurs albums. Je crois que rien qu'en single, tu as sorti plus d'une vingtaine de singles pendant ta carrière. Comment on fait pour être aussi prolifique, aussi productif? Faut être un petit peu inspiré. C'est l'envie. Même beaucoup? Ouais, c'est l'envie de faire de la musique. Voilà, t'as des idées qui arrivent comme ça, un peu n'importe quand, il faut les concrétiser, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu comme un challenge, quoi. T'as une idée, est-ce que tu vas réussir à faire en sorte qu'elle sonne comme ce que tu avais dans la tête? Voilà le challenge. Tu as fait passer beaucoup de messages justement, ta musique, est-ce qu'on peut dire qu'elle est engagée? Parce que souvent, tu traites des thématiques de société. Engagé, je pense pas que ça soit le mot. Moi, les musiques engagées, je m'en méfie comme de la peste. Pourquoi? C'est pour dire que la guerre c'est pas beau et que la pluie ça mouille et que le ghetto c'est dur. Je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont déjà dit. Ah, mais clairement. Donc ouais, souvent moi je pense que l'écriture c'est plus important que le fond en fait. C'est dur à dire, hein. Ça fait bizarre de dire ça. Mais le fond, tout le monde l'a, tout le monde a un cœur, tout le monde a des idées, tout le monde est engagé quelque part politiquement. Donc pour toi c'est plutôt la mise en forme du texte, voilà, le style. C'est la mise en forme. Le fond il mérite pas d'être si encensé que ça. Tu penses que c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent? C'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent. Et justement, il faudrait essayer de varier et peut-être d'aborder les mêmes thématiques mais sous d'autres angles. Quel œil tu portes justement sur la musique actuelle, un peu le reggae dancehall actuellement? Le reggae dancehall spécifiquement, ouais, il y a une grosse évolution, il y a de plus en plus de monde surtout. Et ouais,
Ouais, les gars sont un peu plus techniques que quand j'ai commencé, c'est sûr, parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais vous étiez plutôt dans le plan précurseur aussi. Ouais. Maintenant, il y a des bases qui ont été établies justement par vous. Voilà, je pense qu'on a jeté quelques bases et des fois, au détour d'un petit lyrics comme ça, on a l'impression de reconnaître quelque chose qui vient de chez nous. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que ta musique les rend toujours dingues? Ben, apparemment, on va voir ce soir. Mais tu viens souvent en prestation ici, finalement? Je suis venu, ouais, ces 5 dernières années, j'ai dû venir 3 fois. Ouais. 3 fois au moins? Au moins 3 fois. Ouais. Faut venir nous voir encore plus souvent. Bah, faut m'inviter encore plus souvent et moi je serai là. Mais il y a quelque chose qui se prépare apparemment avec cette fois-ci un groupe. Bon, j'en dirai pas plus, mais je suis censé revenir très bientôt. Justement, on a vu que Ayam a fait un comeback un peu avec Kalash. On sait que tu étais très proche d'Ayam. Tu as posé beaucoup de sons qui étaient lourds justement avec eux. Alors, le projet en question, on peut en savoir un petit peu plus? Bah, je prépare un album qui va sortir en 2020. Et voilà. Ah bah c'est déjà au four en fait. Ouais, on est en train de mixer, pour te dire. Donc c'est presque prêt. Et voilà, bon, je prends mon temps parce que j'ai envie de faire les choses bien aussi. Donc on n'est pas trop dans le rush, mais ça va arriver. Très bien. Alors j'aimerais qu'on se quitte quand même avec un petit message que tu pourrais adresser justement à la jeunesse guadeloupéenne. Qu'un béret pas molli, hein, c'est bon, ça qui m'y fait. Voilà, c'est un peu banal et classique de dire ça, mais ça résume tellement de choses. N'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas Dadinotti d'être venu sur ce plateau ce soir. Dadinotti qu'on retrouve dans quelques instants au Petit New York, à Saint-Félix, au Gosier. Un des meilleurs bars du moment, il faut le dire, et je fais un petit big up justement à DJ Obiron. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Une bonne soirée à vous. Ciao. C'est une activité qui plaît, mais il y a quand même un... Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Sport 10, un deuxième départ. Le décor d'ailleurs s'y prête bien puisque nous sommes dans un cadre un peu spécial. Nous sommes au cœur de l'événement du week-end, autour du week-end, le rallye Karukéra-Jaricho. Et donc ce soir nous accueillons le président de l'association de la ZAC, donc Charles-Henri Adélaïde, qui nous parlera et qui nous présentera donc ce rallye. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir. On parlera également volleyball puisqu'on accueillera donc M. Tony Feuillard et on parlera donc de la sélection de la Guadeloupe qui s'apprête à faire un déplacement en Martinique pour bien sûr affronter différentes équipes et on fera donc un retour sur la préparation de cette équipe. Bonsoir Tony. Bonsoir Sylvie. On parlera donc également des différents événements sportifs à venir durant ce week-end. Et on commence tout de suite donc avec M. Adélaïde. Vous avez la primeur puisque l'événement du week-end, c'est cet événement automobile, donc justement qui débute ce soir. Et
donc vous avez commencé par la vérification des véhicules depuis cet après-midi. Oui, effectivement. Donc on a commencé vers 16h, l'application administrative et technique des véhicules de compétition à plus cash. Et maintenant, les véhicules rentrent en parc fermé avant de pouvoir lancer la compétition réellement dans environ 50 minutes normalement. Est-ce que tous les véhicules sont opérationnels? Tous les véhicules présentés sont autorisés à participer à la compétition. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à commencer. Justement, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer comment va s'articuler cette course qui se déroule sur 3 jours? Oui, alors effectivement, on est sur 3 jours. Donc ce soir, on a la première étape. Donc on va commencer par Grosse-Montagne-Tivoli, puis après 3 épreuves spéciales sur Jarry. Demain samedi, on va commencer vers 14h. Donc là, on va un peu refaire des spéciales que vous connaissez un peu, c'est sur les grands fonds. Pour revenir ensuite le soir sur Jarry à nouveau. Et puis le dimanche, on repart à nouveau un peu sur les grands fonds, sur Sainte-Anne. Et on finit encore l'après-midi, encore à Jarry. Puisque Jarry, en fait, a passé au cœur de sa manifestation, le rallye Karikera. C'est quand même une grosse organisation sur 3 jours pour pouvoir mobiliser, on va dire, du monde, pour gérer aussi la sécurité. Comment se passe justement l'organisation de cet événement-là? Moi, on travaille sur la manifestation, donc beaucoup plus intensivement depuis environ 30 jours, c'est clair. Mais oui, on a environ 100 officiels sous notre responsabilité. On a le soutien des municipalités, on a le soutien du SDIS, de la police et tout ça. Donc l'ensemble des équipes sont mobilisées. Tout le monde est actuellement déjà sur le terrain et on est déjà quasiment prêt pour lancer la première épreuve spéciale. Donc pour ce soir, les véhicules oui, ils sont rentrés là en parc fermé, donc ils auront 15 minutes d'assistance et puis après ils vont partir pour une liaison pour se rendre à la première épreuve spéciale qui est celle de Grosse-Montagne-Tivoli. Donc les routes sont fermées? Alors là, les routes sont fermées, donc à Grosse-Montagne-Tivoli c'est fermé déjà et Jarry dans quelques minutes ce sera fermé aussi et puis on pourra lancer nos épreuves pour la soirée. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'organisateur, un favori sur cet événement? Pas de favori, que le meilleur gagne, bien sûr. Que le meilleur gagne. Vous avez également des pilotes qui viennent de l'extérieur? Oui, justement. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Steven Roseman qui est venu avec sa magnifique DS3 R5. Donc, qui va rehausser le plateau et qui nous permettra de mettre en concurrence nos meilleurs pilotes guadeloupéens avec l'un des meilleurs pilotes martiniquais actuellement, Steven Roseman. Donc si les gens veulent encore assister aux épreuves de ce soir, il faut qu'ils fassent vite pour pouvoir se placer sur les portions de route. Oui, alors justement, donc on va demander aux spectateurs d'être prudents, de respecter les consignes de sécurité. Les balises rouges sont bien posées pour pouvoir signaler que les zones sont interdites au public. Donc on demande vraiment au public de respecter cela et puis de nous laisser leur délivrer la manifestation qu'on leur a promis, à savoir 3 jours de fête autour de l'automobile. Très bien, en tout cas, vous pourrez, on vous fera, en tout cas, on se baladera au cœur de la manifestation, exact. Puisque là, vous allez voir, ils sont en train d'assistance, ils préparent leur véhicule de compétition pour que l'épreuve puisse démarrer normalement dans les temps. Très bien, on va vous laisser repartir parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à gérer et encore à revoir. Et nous, en tout cas, on suivra tout au long de ce week-end cette manifestation. Et bien sûr, lundi, on vous fera un petit récap sur ce qui s'est passé tout au long de ce week-end. En tout cas, on est sûr qu'à lundi, de nous avoir mis au cœur de cette émission. Et puis, on demande à tous les spectateurs de venir nous voir. On a de belles choses à leur présenter. Et puis, de respecter les consignes de sécurité. Et puis, c'est 3 jours de fête pour eux. Donc, de venir voir ce qui se passe. Merci en tout cas à vous et puis bon courage pour ce week-end très sportif. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on poursuit avec du volleyball. Donc justement, on a rencontré l'équipe de Guadeloupe, aussi bien en féminine que ce soit en masculin. Ils avaient un dernier entraînement ce dimanche à Fouillol. Et donc je vous propose de découvrir un petit peu cette sélection lors de ce dernier entraînement. Championnat de la Caraïbe en moins de 18 ans et donc je suis en charge des filles. On participe au championnat de la Caraïbe qui va se dérouler en Martinique et qui nous qualifie si on est champion pour les championnats de la Nord-CK, c'est-à-dire des Amérique du Nord. On va affronter notre sélection nationale, c'est ça la grande différence. C'est un peu comme au Carifta, c'est le même principe. On affronte Barbade, Trinidad, ce genre d'équipes qui ont eu l'habitude d'événements un peu plus importants que nous on a l'habitude de faire. On est assez taillé cette année. On a un joueur qui s'entraîne en France déjà, dans une équipe avec un niveau assez relevé. On a des joueurs d'expérience qui ont de la chance parfois de jouer déjà chez les seniors. Là, on a un renfort de Marie-Galantais assez important de 3 filles
qui vont nous donner quand même un soutien assez important au bloc, je pense. On a pu faire assez d'entraînement pour qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe. Notre petite faiblesse, c'est la réception. Donc voilà, mais on va, et notre but, on va dire, cette année, c'est d'être dans le carré final. Pareil à la guerre, l'important, c'est de la gagner. Hein. Je m'appelle Badimon Lucas, je joue à Fumwall et je suis réceptionneur attaquant. Je m'appelle Gustave Duflo-Noéline, je suis opposée passeuse et je joue au club de Fumwall à Saint-Claude. Je m'appelle Valentin Isaac, je joue à l'UFM, je suis capitaine de la sélection de Guadeloupe. Je m'appelle Marie-Jessica, je joue en tant que passeuse dans le club de Marie-Galante, CMGVB, et je serai la capitaine dans la sélection M18. Voilà, vous avez pu découvrir quelques images de cette équipe de moins de 18 ans qui représentera la Guadeloupe à ce championnat. Et donc on va rentrer plus en détail dans cette compétition avec M. Tony Feuillard, qui est donc chef de cette délégation qui s'apprête à partir. Donc ce week-end, c'est ce week-end. Samedi demain matin. Donc justement, vous partez donc en Martinique pour disputer cette compétition. Comment s'est passée la préparation de cette sélection? Donc la préparation a commencé pendant les grandes vacances. On avait une sélection un peu moins jeune, un peu plus jeune du moins, excusez-moi, qui a été en Jamaïque au mois de juillet, au championnat de la Caraïbe, un peu moins jeune, un peu plus jeune, excusez-moi. Et on a commencé avec eux et on a fini avec les plus grands et certains ont participé aux 2 sélections. Et ça c'est au mois de novembre pendant les vacances de la Toussaint. Donc il y a eu 2 fois 3 jours de préparation avec notamment le DTN, le directeur technique national pour les filles, qui est venu détecter certaines filles chez nous. Et on a fini par les 2 derniers dimanches avant la compétition. Donc là, l'effectif est bouclé, les équipes sont prêtes. Donc quel est votre sentiment par rapport à ces 2 équipes? Est-ce que c'est les meilleurs joueurs que vous avez réussi à récupérer et à constituer avec cette sélection de Guadeloupe? J'ai l'impression que cette année, ça va être la bonne pour nous. Parce qu'effectivement, on a raté 1 ou 2 joueuses à cause du bac. Hein. Il y en a qui vont au bac et les parents n'ont pas accepté qu'ils viennent jouer, mais c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'on a les meilleurs. On a les meilleurs et on a même un qui va venir de France, qui est arrivé, qui doit partir samedi avec nous. Donc je pense que c'est une année où on devrait jouer le podium, ou peut-être la victoire. Justement, cette compétition se déroule sur combien de jours et comment ça va se passer, l'organisation du déplacement? Alors, pour les filles, il y aura 6 équipes. Donc la compétition se déroule sur une semaine de toute façon. Donc pour les filles, c'est 6 équipes, il y a 2 poules de 3 et en fonction du classement, vous allez en quart de finale, demi-finale, finale. Pour les garçons, c'est un peu plus simple puisqu'il y a 5 équipes. Donc il y aura un championnat entre toutes les équipes et les 2 premiers disputeront la finale. C'est un match par jour? Pour les garçons, c'est un match par jour. Pour les filles, comme c'est 3 équipes, comme c'est des poules de 3, vous avez un match un jour de récupération. Donc justement, ça va faire beaucoup d'enchaînements. Est-ce que physiquement, cette équipe est prête également à subir cette semaine de compétition? Parce que c'est vrai qu'en général, on n'a pas forcément autant de rencontres sur une période. Effectivement, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'un match par jour. Hein. En plus, il y a aussi un entraînement par jour aussi. Parce que c'est le championnat de la Caraïbe, c'est organisé comme ça. C'est le matin entraînement, le soir match. Donc, je pense qu'ils sont préparés. De toute façon, les entraîneurs vont faire en fonction du niveau de chacun. Mais je pense qu'ils sont prêts pour cette compétition. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on participe à ce type de compétition. Donc, je pense qu'on s'est les préparés pour ce type de compétition. Aujourd'hui, justement, cette semaine de compétition, si l'issue est favorable, quelle serait la suite donc, pour cette sélection? Donc la suite, c'est le championnat de la Caraïbe, donc avec des équipes comme Trinidad, Barbade, des îles Vierges américaines, Curaçao. Et le vainqueur de cette compétition-là va aller au championnat de la Norseca. C'est-à-dire c'est un championnat qui va réunir les États-Unis, le Canada, Cuba, et ça sera au mois de mai au Canada. Donc j'espère que pour la 2e fois, puisqu'on a déjà été champion de la Caraïbe en 2009 avec les filles, et on avait participé au championnat de la Norseca au Mexique. Donc j'espère que cette fois, au moins une des équipes va remporter le titre. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Aujourd'hui, un petit point plus global sur le volleyball en Guadeloupe. Comment
comment les choses se passent. On sait que c'est vrai qu'on est dans une île où les salles, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut jongler, que ce soit pour le volleyball, pour le hand, pour le basket. Donc aujourd'hui, comment le championnat de volleyball arrive à s'organiser, à évoluer? Donc le volleyball a la chance et la malchance de ne pas avoir trop d'équipes. Donc il y a une dizaine d'équipes. Donc chaque week-end, il y a à peu près 5 matchs garçons, 5 matchs filles en régional. Donc on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais c'est malheureusement parce qu'on n'a pas assez de licenciés. On n'a que 700 licenciés, 600, 700, ça dépend des années. Mais on n'a pas de problème de gymnase actuellement. Parce qu'effectivement, vu le nombre de matchs à faire, et chaque équipe qui participe à son gymnase. Donc des fois on est obligé de jouer en semaine, mais bon, on arrive à jouer quand même les matchs de championnat. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que justement, par rapport à la promotion de cette activité, comme vous le disiez, vous avez que 700 licenciés. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises afin de mettre encore plus en avant le volleyball, essayer de susciter encore plus l'intérêt de cette activité par le grand public? De toute façon, il faut le reconnaître, le volleyball, c'est le parent pauvre des sports collectifs, avec le basket, avec la NBA, avec le handball où l'équipe de France est championne du monde, championne olympique. Le volleyball vient après ces deux sports-là, donc on essaie de tirer l'épingle du jeu, mais je pense que cette année, on va essayer avec... on a plusieurs compétitions déjà. On a 3 compétitions. En décembre, il y aura la finale de la Coupe départementale. Il y aura les playoffs, il y aura la finale de la Coupe régionale. Donc ça fait déjà 3 vraies compétitions. Et on essaiera avec ces compétitions de drainer un public un peu plus nombreux que d'habitude. Mais bon, l'important c'est que ce soit bien géré et que les jeunes... Notre objectif c'est toujours les jeunes. C'est-à-dire qu'on a la chance aussi au volleyball d'avoir le championnat de la Caraïbe, que les autres n'ont pas cette chance-là. Donc on met tous les moyens possibles pour que tous les 2 ans, nos jeunes participent à cette compétition-là. Donc ça fait aussi une émulation au niveau des jeunes qui savent qu'avec le volleyball, on va pouvoir participer à ces championnats-là. Mais bon, c'est pas une activité très importante en Guadeloupe, mais c'est une activité qui vit et qui a des relations avec la Caraïbe. Tant mieux. En tout cas, merci en tout cas, Tony, d'être venu jusqu'à nous pour nous parler donc de cette sélection. On rappelle donc qui s'envole demain pour la Martinique. Et c'est du 7 au 14 en Martinique, donc vous aurez des nouvelles puisque c'est pas très loin. Et en plus c'est en français pour une fois, donc vous aurez beaucoup de nouvelles à mon avis. Et c'est la catégorie On va dire c'est U18, U19. Chez les garçons c'est un peu plus grand, c'est moins de 19 ans, et chez les filles c'est U18. Très bien, voilà, vous savez tout. Et pour faire un tour complet du volleyball, je vous donne le programme des rencontres de ce week-end. Donc on joue la 7e journée de championnat. Chez les femmes et chez les hommes, ce sont les mêmes équipes qui s'affrontent. Vous avez juste une différence au niveau de l'horaire. Donc ESM affronte l'USG au Moule à 19h pour les femmes et donc à 20h30 pour les hommes. Fumerol Arsenal, ça c'est les femmes et ça sera à Saint-Claude à 20h. Le match masculin a eu lieu en milieu de semaine et c'est le Fumerol qui s'est imposé 3-7-2 face à l'Arsenal. Le CMGVB face au Racing Beach, c'est à Grandbourg. Ce sera à 19h pour les femmes et à 20h30 pour les hommes. L'IUFM contre l'Étoile, donc à 18h pour les femmes et à 20h30 pour les hommes. Voilà, nous avons fait le tour complet. C'est demain. Oui, les matchs sont demain, c'est vrai, je n'ai pas précisé la date, c'est bien ça. C'est demain pour les rencontres de volleyball. Voilà, on a fait le tour, comme je vous disais. Et on poursuit donc ce journal avec en bref une info triathlon. N'hésitez pas à vous inscrire à la 4e édition du raid multisport Tri-Team Caraïbes. 7 épreuves vous sont proposées, de la natation, du stand-up paddle, du VTT, de la course d'orientation, du tir à la sarbacane, de la course à pied
et du swimming run. Voilà, pour vous inscrire si jamais donc, vous souhaitez, c'est une activité, c'est une manifestation qui est ouverte aux licenciés mais aussi aux non licenciés. Donc vous pouvez vous inscrire, contacter la Ligue de triathlon au 05 90 48 04 94 ou bien sûr vous rapprocher du club Tri-Team Caraïbes au 06 70 63 59 30. Voilà, on part du côté du badminton. Ce week-end, il y a le Karuikera Sporting Club de Petit-Bourg organise son premier tournoi en simple femmes et hommes, en double mixte et également en double hommes et femmes au Palais des Sports Laura Flessel. Vous pourrez donc applaudir des athlètes de la catégorie minime à la catégorie vétéran. Et donc ce tournoi est d'autant plus important qu'il se déroule dans le cadre du Téléthon. Et une partie donc des recettes seront reversées à l'AFM. Vous pouvez donc assister aux rencontres de 8h à 19h. Et donc je vous rappelle que ce tournoi aura lieu sur les 2 jours, donc samedi 7 et dimanche 8. On poursuit avec le handball. On joue la 11e journée chez les femmes. Donc samedi 7, l'Union des sapeurs-pompiers affrontera l'Étoile de Mornalo à 19h à Fouilleul. La Gauloise affrontera également l'Intrépide à 18h à Basse-Terre. Le Zionla affrontera l'Azup à Petit Canal à 18h. Chez les hommes, ce soir, il y a donc l'USR qui affrontera la JTR à Fouilleul à 20h et la JSA affrontera le Cygne Noir à Fouilleul à 21h30. Samedi 7, le Club Sport affrontera l'Étoile de Mornalo à Fouilleul à 21h. La Gauloise affrontera l'Intrépide à Basse-Terre à 20h. Et puis pour clôturer cette 11e journée de hand, c'est le Zionla qui affrontera l'Azup au gymnase de Petit Canal. Un mot de basket maintenant. On joue donc ce week-end chez les femmes. Il n'y aura qu'une seule rencontre. La Luciole accueillera le New Star à Pointe-Noire ce dimanche 8. Chez les hommes, on joue également. L'AOG affronte ce soir la MJCA à Gourbert à 21h15. Demain, suite donc de cette journée avec l'EDO qui affronte l'ACD à Pointe-Noire à 20h30. Le Phoenix 95 et l'USR s'affronteront à Petit-Bourg à 20h30 également. On profite bien sûr de cette page basket pour vous parler du Bonello qui se déplace ce samedi pour la Coupe de France Zone Antilles, pour la finale, et face au Golden Star. Donc c'est l'affiche de ce week-end. Et le Golden Star en Martinique, c'est le champion 2019 qui donc défiera cette équipe guadeloupéenne. Et en ce moment, le Golden Star, sachez-le, occupe la 2e place de son championnat avec une défaite depuis donc le début de celui-ci. Et donc cette équipe qui attendra donc de pied ferme le Bonello dans son antre à Fort-de-France, donc au hall Pellière Donatien. Donc les Goldenistes ont joué leur dernier match il y a quand même quelques semaines puisqu'ils ont joué le 23 novembre. Donc nul doute qu'ils sont d'attaque pour affronter cette équipe bonelotiste. Seul point, on va dire, fort ou faible pour chacune des équipes. Elles restent sur une défaite de chaque côté. Donc nul doute qu'ils auront envie de se rattraper et ce qui promet une très très belle affiche entre ces deux équipes demain soir à Fort-de-France. Et vous pourrez suivre donc l'intégralité de cette rencontre sur notre antenne, bien sûr, parce qu'on sera en direct depuis la Martinique pour vous faire vivre l'intégralité du match. Un petit mot également de foot, puisqu'on reste dans la Coupe de France, puisque la Jeunesse Évolution recevra l'ASM Belfort pour le 8e tour de la Coupe de France au stade des Abîmes à 18h. Et donc là aussi, les Abîmiens qui ont jusqu'ici ont fait un très très beau parcours, puisqu'on vous le rappelle, pour ce 7e tour, ils ont éliminé le CSM. Et donc ils seront prêts à accueillir cette équipe de Belfort. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller les encourager demain à 18h, je vous le rappelle, au stade des Abîmes. Je vous propose maintenant de découvrir une activité un peu particulière, un peu méconnue et qui fait des émules. Donc je vous propose une petite initiation au tir sportif. Je vous propose de découvrir ce reportage de Stanley Manicor. Une activité qui plaît, c'est moi. Mais il y a quand même un certain nombre
de formation, d'information qui manque un peu d'être cadré par rapport à ce que nous attendons des tireurs et par rapport à ce public attend de nous. Bon, il est vrai que le tir, c'est un sport, ça a son nom, tir sportif, parce qu'on le voit un petit peu sur le plan international. Bon, c'est de la maîtrise de l'être humain, c'est la concentration et c'est le bien-être. Bon, c'est vrai que le tir en général, c'est tout un plaisir à partager avec les tireurs. Le tir en lui-même, c'est toujours une simplicité par rapport à ce que l'on veut et par rapport à ce que l'on attend. Bon, toute personne qui vient au tir a un besoin. Bon, après, c'est l'encadrement à découvrir quel est le besoin de chaque tireur. Et tout tireur a un potentiel. Aussi, c'est à l'encadrement de voir quel est le potentiel du tireur et où nous voulons aller. Nous voulons aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire où le tireur et l'encadrant veulent aller. C'est une activité que tout le monde peut pratiquer, que ce soit une personne valide, que ce soit une personne en situation de handicap. Par exemple, dans une chaise roulante, la personne peut pratiquer le tir. Bon, ce que les gens ne savent pas toujours, ils disent je suis en situation de handicap, donc je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Bon, les gens disent non, je ne pourrais pas faire. Non, on peut faire, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut un encadrement qui donne et qui met à la disposition des gens pour que les gens puissent s'intéresser à ce sport. Vous armez votre pistolet. OK. La main gauche à la ceinture ou dans la poche. Vous inspirez, vous faites monter l'arme, vous dépassez la cible d'environ 50 cm, bloquez la respiration pendant 3 secondes, vous alignez les organes de visée, guidon, crâne de mire, et lorsque c'est aligné, vous redescendez à l'expiration, toujours les organes de visée alignés, il y a un trait là-bas, vous alignez sur le trait, et vous laissez partir le coup. OK. Dans l'ensemble, ils sont très réceptifs. Et moi, je pense qu'ils ont un avenir dans le tir, parce qu'ils sont très intéressés. C'est la première fois qu'ils font du tir. Et ça veut dire ce que cela veut dire. Hein. Première fois, ils arrivent à mettre les plombs sur la cible, et c'est tout ce qu'on leur demande. De comprendre certaines choses, de comprendre une procédure pour pouvoir se donner du plaisir et pouvoir rester concentré pendant une période. Qui fait copilote pour Philippe. Mais pour cette année, on ne participera pas. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, je pense. Donc vous l'accompagnez donc? Oui, on est venu le supporter aussi les amis martiniquais, et puis voir un petit peu de spectacle, etc. Comment justement le parcours, comment vous voyez ce rallye pour vous? Justement, ça va être spectaculaire, il va y avoir de belles courses. Je pense qu'il va y avoir du sport ce week-end parce que les spéciales sont très belles, magnifiques. Bon tracé, surtout que le rallye est très long. Plus de 200 km de spécial, ce ne sera pas quelque chose d'évident dès le départ, mais je pense qu'il faudra bien cravacher. La nuit, justement, est-ce que ça rajoute encore de toute façon de la difficulté? Comment on gère cette partie de course en fait? Parce qu'il y a aussi un peu de fatigue puisque toute la journée, aujourd'hui, il a fallu préparer, faire des contrôles et se préparer pour ce soir justement. Donc quand on y arrive, est-ce que justement il faut encore redoubler plus de vigilance? Qu'est-ce que tout cela demande en fait? Je pense qu'il faut, en début de rallye, toujours rester serein et puis observer un petit peu, puisque c'est le début du rallye, il y a 22 spéciales, ce soir ils ont peut-être 1 km. Déjà observer, il y en a ceux qui vont pas trop vite le soir, il y en a ceux qui vont très vite le soir, le rallye est encore long, il y en a qui vont commencer. Sur cette partie, je vais observer, rouler, pas rouler tout doucement, mais rouler. Et puis demain, pour l'attaque, il y a garder aussi ses positions. Très bien, on va vous laisser en tout cas rejoindre
vos compagnons. Et en tout cas, on vous souhaite un bon week-end sportif et j'espère que, bien sûr, vos coéquipiers, vos amis réussiront à faire de belles prestations, en tout cas, durant ce rallye. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. On va passer à notre dernier invité du jour et qui est un invité très très spécial, qui fait du sport, mais pas comme vous le pensez. Je reçois et j'ai le plaisir de recevoir Jacob Desvarieux. Jacob, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes là, la semaine prochaine, on va dire, il y a un grand événement, puisque CASAV poursuit les festivités de ses 40 ans. Et un nouveau concert, c'est vrai que ça va encore être une belle fête. J'espère, oui. On attend beaucoup de monde et en fait, il faut dire franchement, un concert de CASAV, c'est surtout un concert où il y a un public qui porte le groupe. Vous voyez, donc s'il n'y a pas de public, bon, c'est un concert, quoi. Bon, quand il y a du public et quand le public est déchaîné, comme c'est le cas en général en Guadeloupe, nous on se fait porter, on chante des chansons, même si quel que soit le problème qu'il pourrait y avoir, que ce soit technique ou autre, on se fait porter par la foule. On peut faire un parallèle avec le sport, hein, donc être artiste, c'est un sport au quotidien, parce que ça demande quand même beaucoup de sacrifices également, ça demande une hygiène de vie également, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est aussi des efforts, c'est une préparation. C'est sûr qu'il y a de la préparation. L'hygiène de vie, oui, c'est vrai qu'on devrait avoir une hygiène de vie, surtout avec les voyages qu'on fait. Par exemple, on était en Polynésie il y a 3 semaines. On était jusqu'à Tahiti où on est carrément au bout du monde. Enfin, après, on est revenu, on a fait la Hollande, le Luxembourg, le Portugal, 5 ou 6 concerts en France. On a fait tous les zéniths de France. Après, on arrive ici, on doit aller jouer à Barbade, ensuite Guadeloupe, Martinique. C'est vrai que pour faire autant de voyages, il faut essayer de se maintenir quand même à peu près en forme. Donc justement, qu'est-ce qu'on pourra avoir lors de cette nouvelle prestation de CASAV la semaine prochaine? Ah non, c'est nous qui devons poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on devrait avoir une nouvelle prestation de CASAV? Parce que CASAV, c'est né ici. Hein. Voilà, donc c'est la population de base de ce groupe-là. Et on s'attend à avoir un public vraiment déchaîné. Donc du coup, nous, on se demande qu'est-ce qu'on peut attendre. Voilà, on va venir faire le concert, oui, mais est-ce que les gens seront avec nous ou pas? Est-ce qu'ils seront déchaînés? Est-ce que... Voilà, c'est nous qui avons le trac, c'est pas le public. C'est vrai que de toute façon, il suffit de dire CASAV pour que les gens soient déchaînés. Oui, on va dire ça comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est un concert qui se prépare bien et qui s'annonce bien. Oui, là, ça se prépare bien. Techniquement, on a tout bordé, on sait que tout sera bien. On essaie de reproduire le concert qu'on a fait à l'Arena, dans les mêmes dimensions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On attend les gens. En fait, voilà. Donc, comme il n'y a presque plus de tickets à vendre, donc on sait que ce sera plein. On va être heureux. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Il suffit qu'on ait les gens et qu'ils soient déchaînés. On est content. Le spectacle sera garanti. Certain. Voilà, en tout cas, j'espère que de toute façon, vous avez entendu l'appel de Jacob. Il faut juste le public, il faut juste être en forme. Donc, vous avez une semaine pour vous préparer et bien vous préparer. Donc, d'ici là, allez faire un petit footing, 2 ou 3, pour pouvoir être bien en forme et pour pouvoir être au top lors du concert de CASAV samedi prochain. Exactement. Voilà, en tout cas, nous, on arrive au terme de cette émission et de ce nouveau numéro de Sport 10. J'espère que vous entendez bien que les moteurs sont en train de rougir juste à côté de nous. Donc, si vous avez encore envie de suivre cette compétition, dépêchez-vous pour pouvoir vous positionner et venir voir, bien sûr, ces véhicules qui sont là pour faire le spectacle tout au long du week-end. Moi, en tout cas, je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de Sport 10. Et en tout cas, durant ce week-end, profitez bien des différents événements sportifs et n'hésitez pas à aller applaudir vos champions. D'ici là, sportez-vous bien et à lundi. Walk the line.